Ma solution pour suivre Joël Ménard, c'est de prendre un point de vue très humble et de vous donner juste un exemple personnel de comment, vu du point de vue des grandes compagnies pharmaceutiques, on voit les partenaires que constitue la biotechnologie. Mais je voudrais commencer par dire qu'il y a un mot que Martine Clausel a prononcé à plusieurs reprises dans sa conclusion et qu'on retrouve dans toutes les présentations, aussi bien du juriste que du financier, c'est le mot passion. Les gens dans cette industrie ont une stimulation intellectuelle et ont une passion au service du malade que vous retrouvez dans toutes les fonctions et dans toutes leurs expertises. Et je crois que si vous voulez trouver un trait d'union entre tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, et j'espère ce que vous ressentez, c'est la passion, chacun l'exerçant avec son expérience. Il y a quelques années, quand je suis parti aux États-Unis pour exercer des fonctions marketing, mes amis américains m'ont vu arriver avec un air un peu soupçonneux et m'ont envoyé dardard me former au marketing. Donc j'ai passé une semaine dans une université américaine, à Wharton, à apprendre le marketing à l'américaine. C'était très ennuyeux, j'avais vraiment l'impression de perdre beaucoup mon temps. Mais il y a eu un cas qui est particulièrement resté avec moi, et c'était un cas qui était présenté d'une compagnie, je crois que c'était RCA ou Universal, et la question que posait le facilitateur, c'était qui est le client pour cette entreprise qui produit de la musique ou fabrique et vend des CD. Donc quelqu'un lève la main dans la salle et dit le client c'est vous et moi lorsque nous achetons un CD dans une boutique. Effectivement, c'est une manière de voir le client, mais y a-t-il d'autres clients ? Qui est le client ? Et donc quelqu'un lève la main et dit le vrai client c'est Virgin Megastore, parce que c'est la chaîne de distribution qui vraiment met en valeur le compact disque, qui fait vraiment et donc il faut qu'il y ait une relation très intime entre le producteur et donc la chaîne de distribution. Oui, mais qui est un autre client très important ? Alors quelqu'un smart dit en fait le vrai client c'est la radio. Parce que si vous passez cette chanson ou ces chansons à la radio, il va y avoir de la demande et donc on va aller à Virgin Megastore. Bon, je vous la fais courte. Après une demi-heure, on est tous arrivés à la conclusion que le vrai client, le client stratégique, celui qui compte vraiment, c'est Britney Spears ou Michael Jackson. C'est celui qui, au départ, a l'idée, l'innovation, la chanson dans ce cas-là, ou dans le cas de la biotechnologie ou de l'innovation en matière médicale ou thérapeutique, le point de départ, l'université, la biotech, la grande compagnie pharmaceutique, le cas échéant, mais ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est vraiment le client stratégique. C'est de là dont tout part. Donc bien sûr, le client pour la grande compagnie pharmaceutique, c'est le médecin, c'est l'hôpital, c'est le pharmacien. Mais ce que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, mon point de vue personnel, et on m'a appris qu'au cours d'une présentation, si on arrive à faire passer une idée, c'est une bonne réussite. Moi, mon idée, c'est que le vrai client, le client stratégique pour les grandes compagnies pharmaceutiques, c'est Actelion. C'est vraiment là où la compétition entre les grandes compagnies pharmaceutiques se fait. Comment accéder à l'innovation ? Comment créer ce tissu d'information et de relations pour avoir le premier, et à des conditions acceptables du point de vue de la rentabilité, avoir accès à la véritable innovation. Et c'est un peu le thème de cette conversation. Donc retenez cette idée, parce que c'est la seule que je vais développer durant cette présentation. C'est très compliqué de développer un nouveau médicament, c'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de défis, vous les connaissez. La science est de plus en plus compliquée. Le taux marginal d'amélioration des innovations thérapeutiques diminue. De très grands médicaments,
mon domaine particulier, c'est le cardiovasculaire. Dans le domaine de l'hypertension, dans le domaine du cholestérol, il y a de très grandes classes de médicaments qui sont maintenant génériques et qui apportent des bénéfices thérapeutiques absolument formidables. Donc trouver des innovations qui, au-delà de ce qui est disponible de manière générique, apportent quelque chose, c'est très difficile. Il y a beaucoup de pression sur les prix, sur le remboursement. Il y a des opportunités évidentes parce que malheureusement des maladies chroniques et le vieillissement de la population sont là. Il y a des évolutions scientifiques qui nous tendent les bras, il y a des nouvelles technologies disponibles, donc des défis, des opportunités et donc, comme je le disais, une compétition pour l'accès à l'innovation. Une manière de l'illustrer, McKinsey a fait une enquête sur comment les transactions de licences, lorsque des compagnies pharmaceutiques approchent des compagnies de biotechnologie, il y a quelques années, le nombre de compétiteurs pour accéder à une licence typique d'une compagnie de biotech, le nombre de compagnies pharmaceutiques qui s'alignaient pour essayer de faire un deal, était en général moins de 3 à 5 dans une petite proportion, et jamais dans cette étude au-delà de 5. Ça, c'était il y a 5 ans, c'est la situation aujourd'hui. Maintenant, il est normal, il est attendu que, pour une molécule vraiment innovante, il y ait plus de 5 grandes compagnies pharmaceutiques qui s'alignent et qui essayent de vendre, au sens qui avait été utilisé ce matin du point de vue du représentant financier des biotech, de vendre que c'est cette compagnie pharmaceutique, Novartis, Pfizer ou Merck, qui devra remporter cette licence, qui devra remporter ce deal. La compétition vient à l'envers d'une certaine manière. L'idée que l'on essaye de pousser, et encore une fois, c'est un point de vue personnel, c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Merck, mais c'est ce qui est la règle dans toutes les grandes compagnies pharmaceutiques, c'est d'essayer de combattre ce qu'on appelle aux États-Unis, je vais essayer de ne pas trop utiliser de jargon, mais le Not Invented Here syndrome. Ce qui n'a pas été inventé à l'intérieur de la compagnie pharmaceutique et qui serait donc moins intéressant. Ce qu'on essaie de faire passer, c'est cette idée du monde comme un grand laboratoire virtuel. Il n'est pas important de savoir d'où vient l'innovation pour le chercheur à l'intérieur d'une compagnie pharmaceutique. Ce qu'on lui demande, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans le monde entier et d'essayer de construire les programmes de recherche en utilisant l'innovation là où elle se trouve, laissant à d'autres, des financiers, des négociateurs, le soin de voir si on va pouvoir accéder à la propriété intellectuelle ou aux ressources technologies ou aux ressources humaines qui ont généré cette innovation. Donc pour Merck, par exemple, il s'agit de cumuler, de combiner une forte capacité interne, parce que rien que pour reconnaître l'innovation de qualité à l'extérieur, il faut avoir en interne une grande qualité d'expertise scientifique et technique. Donc d'avoir cette expertise technique, d'avoir aussi la capacité de trouver soi-même des molécules, mais avant tout de développer un état d'esprit de collaboration. Parce que sans collaboration, ça a été dit à propos de l'université, il n'est pas possible pour ces grandes compagnies pharmaceutiques de développer et de mettre sur le marché de nouveaux médicaments. C'est un challenge, parce que dans ces grandes compagnies, l'arrogance est toujours au coin de la rue, et on a vécu dans un modèle où on pouvait se débrouiller tout seul, on pouvait développer une molécule, développer un nouveau médicament de A jusqu'à Z. Ça n'est plus possible aujourd'hui, et la compétition est telle que la collaboration, l'esprit de collaboration devient une compétence stratégique critique pour les grandes compagnies pharmaceutiques. Encore un exemple chez Merck, vous voyez ici très clairement l'évolution du nombre de deals qu'une compagnie comme Merck, et encore une fois, toutes les compagnies de la même taille pourraient présenter ce genre de graphe,
l'évolution du nombre de deals au cours des dernières années, parce que l'innovation est partout, parce que, comme je l'ai montré précédemment, quoi que soit le budget de recherche qu'une grande compagnie pharmaceutique peut allouer, ce sera toujours 1%, 2% de l'ensemble des moyens qui sont développés dans le monde pour développer cette innovation. Alors, des partenariats dans tous les compartiments du jeu. C'est un grand plaisir d'avoir entendu parler de Nicox ce matin, qui est une compagnie française franco-italienne et basée à Sophia Antipolis, avec lequel nous avons des accords. L'accord avec Actinion en est un autre. On travaille aussi avec Pierre Fabre dans le domaine de l'oncologie. Mais vous voyez que c'est pas uniquement sur le médicament, c'est sur les plateformes technologiques, c'est sur les formulations, c'est dans la recherche fondamentale également, c'est dans tous les compartiments du jeu que les grandes compagnies pharmaceutiques se doivent de compléter leur capacité interne avec des accords de collaboration, jusqu'au point qu'on en est maintenant à des projets totalement virtuels, où on part de l'idée, on part du besoin à remplir, et ensuite on identifie où va se trouver le meilleur joueur pour les différentes pièces du puzzle. Et si ce joueur, pour cette partie du module, est en interne dans la compagnie, c'est bien, mais si c'est à l'extérieur, on va jouer à un mécano d'alliance pour constituer un projet, un peu comme quand on fait, et la notion de projet que Joël Ménard présentait est exactement celle-là, quand vous créez un film, vous allez assembler une équipe pour ce film qui va se dissoudre après. La recherche pharmaceutique commence à s'orienter dans cette direction aussi. Vous avez une idée, vous voulez travailler sur telle partie de telle pathologie, vous assemblez les meilleurs experts, les meilleurs laboratoires du monde entier et vous créez ce mécano pour vous donner les meilleures chances de résoudre ce problème. Juste pour vous donner un chiffre, dans une compagnie comme Merck, il est aujourd'hui avéré que plus de la moitié des ventes d'une grande compagnie pharmaceutique, et ce chiffre est en constante augmentation et un jour sera à 70, 80 ou 99% des ventes, quelque part dans tous les médicaments qu'une grande compagnie pharmaceutique va commercialise aujourd'hui, il y a une part qui a été inventée en dehors de la compagnie elle-même. C'est le business model qui veut cela, parce que, encore une fois, la majeure partie de financement et du pouvoir intellectuel de l'innovation se situe à l'extérieur des grandes compagnies pharmaceutiques. Alors nous, on a industrialisé le processus avec des gens qui s'occupent purement, et vous avez une équipe d'une centaine de personnes avec des accès à des bases de données, avec des gens qui sont sur le terrain en Europe, aux États-Unis, dans différents coins, en Asie, etc., dont le seul job, dont le seul métier est d'être en contact avec l'université, d'être en contact avec le tissu biotechnologique et de rapporter, tiens, il se passe quelque chose dans ce laboratoire-là. C'est ça leur métier, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, en même temps que de faire du screening des bases de données. Juste pour vous donner une idée, vous voyez le nombre de deals qu'une grande compagnie pharmaceutique signe par an, 40 à 50. Le nombre d'idées qui sont évaluées suivant ce processus est de l'ordre de 7000 par an. 7000 idées, 7000 projets que soit on génère, soit on entend les compagnies viennent nous proposer, 50 deals dans les bonnes années. C'est le taux d'attrition et comme disait quelqu'un dans la salle, mais pourquoi diable quelqu'un irait mettre de l'argent là-dedans? Mais c'est notre métier que d'essayer de trouver parmi ces 7000 idées les perles rares qui un jour pourront offrir des solutions à des patients. La deuxième étape, c'est bien sûr une étape de négociation, puisqu'il faut que cette innovation, quand elle existe et quand elle a été reconnue comme étant une innovation scientifique qui peut intéresser et qui a un fit avec la stratégie de l'entreprise, on ne peut pas être partout et il y a certains domaines thérapeutiques qui sont sélectionnés par chacune des entreprises thérapeutiques. Donc ensuite, il y a des gens qui négocient pour cela, pour que ça se passe dans des bonnes conditions économiques. Et ensuite, de plus en plus,
désolé pour le culte de la personnalité là, mais c'est une brochure de la compagnie dans laquelle on avait utilisé simplement les gens qui font ce métier-là pour communiquer. De plus en plus dans toutes les compagnies, chez Actelion comme chez Merck ou chez Novartis, il y a des équipes qui ont été créées dont le nom en anglais c'est Alliance Management, le management des alliances. Là encore, des gens dont le seul métier est d'essayer de gérer la relation entre une compagnie pharmaceutique et les partenaires extérieurs, les partenaires biotechnologiques, parce que moi, ça ne fait que 20 ans que je travaille chez Merck, et c'est pour moi tous les jours un mystère comment ça fonctionne. Alors je comprends que pour Actelion ou pour les entreprises japonaises avec lesquelles on travaille, ce soit très compliqué de savoir comment naviguer dans une collaboration avec un grand groupe pharmaceutique. Donc il y a des gens et des fonctions qui ont été créées justement pour s'occuper de gérer cette relation, parce que je vous le disais, la gestion de la relation de partenariat est une capacité critique. Donc en conclusion, je voudrais simplement répéter l'idée de départ que bien sûr, ce n'est pas dans mon propos de diminuer l'importance du médecin ou du pharmacien ou de l'hôpital en termes de clients pour les grandes compagnies pharmaceutiques, mais stratégiquement, comme Britney Spears est le client stratégique d'une compagnie de disques, le client stratégique, le partenaire stratégique pour les grandes compagnies pharmaceutiques, ce sont les universités et les entreprises de biotechnologie comme Actelion. Merci de votre attention.